Le métier de capital risque ou de venture capitaliste, pour moi, c'est pas un métier de finance. Mon métier, tu le connais, Alexandre, c'est de détecter les entrepreneurs de demain. La partie finance est somme toute assez limitée. Lire un bilan d'une société en formation, ça n'a pas grand intérêt. Les notions de finance que j'ai besoin de savoir, c'est savoir une règle de 3, pas très compliqué. Mon métier, c'est de détecter les talents, de voir les entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mythique, Deezer, Dailymotion, Winamax, Criteo. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Pause la star de l'investissement en France qui a soutenu certains des plus grands succès tech de ces dernières années. Un investisseur pas comme les autres, dont le parcours ne ressemble en rien aux trajectoires traditionnelles des financiers. Pur produit de la recherche scientifique, il fait ses armes aux États-Unis en tant que chercheur à la NASA. De retour en France, il finit par opérer un virement de carrière à 180 degrés vers le monde de la finance. Il intègre d'abord la financière de Brienne, puis AGF Private Equity, devenu ensuite ID Invest, qui sera ensuite revendu à Eurazeo. Un chemin qui fait de lui depuis 2021 un des managing partners du groupe Eurazeo. Le temps d'une pause, le financier iconoclaste nous ouvre les coulisses de son parcours, évoque les ficelles de l'investissement et nous parle de son engagement humanitaire. Bonjour Benoît Grossman. Bonjour Alexandre. Tu vas bien ? Tout va très bien, on vit une période un petit peu compliquée aujourd'hui, mais je suis naturellement très positif, donc dans toutes les situations un peu compliquées, il y a beaucoup de choses à faire et je suis très positif pour la suite. C'est la méthode Coué, je vais bien, tout va bien ? Ou est-ce que tu vois qu'il y a tellement de difficultés que tu te dis je peux aller que bien ? D'où ça vient ? C'est certainement un mélange des deux, mais je crois surtout c'est que faut rester toujours positif dans ce monde qui est des fois un peu cruel, il faut rester positif et faut aller de l'avant et je crois qu'il y a plein de choses à faire, même quand la situation est difficile, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, tu es né dans les années 60 en Algérie, à Ouargla. Tu passes là-bas que 2 ans de ta vie, puisque ta famille s'installe en France en 62 et il y a le contexte de l'époque, la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est un contexte qui t'a suivi ? Est-ce que tes parents t'en ont souvent parlé ? Ta maman qui est encore vivante, ton papa qui est parti. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a suivi pendant quelques années ? Non, pas l'histoire de la guerre d'Algérie, mais parce que mon père était à l'époque officier, était basé à Ouargla, qui est au milieu du Sahara, mais par contre, Ouargla m'a beaucoup marqué. Enfin, j'ai eu la chance, je trouve, d'être né au milieu du Sahara. Et c'est ce qui a marqué un peu toute ma vie. J'ai toujours rêvé de retourner dans le Sahara. C'est ce qui a marqué un peu mes années quand j'étais étudiant, où tous les étés, j'allais vendre avec des copains des voitures en Afrique. On allait traverser le Sahara. Et c'était toujours pour moi un rêve de voir le Sahara. Je l'ai vu quand j'avais 20 ans la première fois. J'avais beaucoup fantasmé. Et c'est encore mieux que prévu. Tu parles de ton côté aussi aventurier. C'est que tes parents te faisaient bouger beaucoup. Longtemps, tu as pensé que ton papa était diplomate. C'était un petit peu différent de ça. Mais en tout cas, vous avez beaucoup voyagé. Beaucoup très jeune, c'est quelque chose que tu te souviens tu as 3 sœurs, un frère, donc c'était comme une grande famille. Vous bougez beaucoup ? Non, j'ai effectivement 3 sœurs et un frère. Je suis numéro 2 d'une fratrie de 5 enfants. On a relativement peu bougé avec mes parents. C'est mon père qui bougeait beaucoup après de par ses fonctions. Par ses fonctions professionnelles, mais on a relativement peu bougé. Donc c'était plutôt ton papa qui partait à droite à gauche. Tu comprends que ton papa travaille pas forcément en diplomatie au Quai d'Orsay en fait, mais qui travaille pour les services secrets, mais uniquement à la fin de sa vie en fait. Ouais, alors je savais déjà depuis un petit bout de temps que mon père travaillait à la DGSE, il s'en était pas caché auprès de moi, mais ce que j'ignorais, c'est que c'était l'importance de son poste, et j'en ai plus appris, malheureusement ou heureusement, j'en ai plus appris le jour de ses obsèques. J'ai perdu mon père il y a 5 ans, en 2019. J'en ai plus appris le jour de ses obsèques qu'en 60 ans de vie auprès de lui, parce qu'à ses obsèques sont venues plusieurs personnes de la DGSE, dont l'ancien patron de la DGSE. Première fois que je voyais des gens de la DGSE, et ils m'ont appris des choses sur mon père, à moi ainsi qu'à mes frères et sœurs et à ma mère, des choses que j'ignorais. Je savais que mon père était un grand monsieur,
mais je ne savais pas que c'était quelqu'un... Un des pontes, quelqu'un qui a été donc sur le terrain. Il parlait, rappelle-moi, quelle langue il parlait? Il parlait beaucoup de langues, arabe, hébreu, puis a priori, il en parlait d'autres, c'est ce qu'on m'a dit, mais mon père était tellement secret, ça se trouve, il y a d'autres langues qui parlaient. Et lorsque j'ai rencontré ses anciens collègues de la DGSE, ensuite, on a déjeuné ensemble avec mes frères et sœurs et ma mère, ils nous ont raconté des choses sur mon père. J'ai appris que le surnom de mon père dans la fin des années 70... Alors ceux qui sont jeunes s'en rappelleront pas, le surnom de mon père, fin des années 70, c'était le visiteur de Naufle-le-Château. Alors pour ceux qui s'en rappellent, Naufle-le-Château, c'est la petite ville des Yvelines où a été orchestrée la révolution iranienne et là où l'imam Khomeini a passé 120 jours avant la révolution. Et le surnom de mon père au niveau de la DGSE, c'était le visiteur de Naufle-le-Château. Il y avait que lui qui avait le droit d'aller le rendre visite. D'un autre côté, il n'a pas fait fort parce que il aurait pu empêcher s'il avait pu empêcher cette révolution iranienne et le régime des Mollahs en Iran, l'histoire en aurait changé, mais c'était son surnom. Voilà. Tu grandis à Maison Lafitte, tu es bon à l'école d'abord, puisqu'on te fait sauter une classe en CE2, tu es de fin d'année, donc tu deviens assez jeune, trop jeune, et là... Tu arrives en seconde et là tu es trop jeune en seconde, donc on va te faire redoubler. Tu parlais tout à l'heure de cette jeunesse, sans définir toi comme baroudeur, tu me disais, tu l'as souvent répété, sur une des choses qui t'a le plus appris, une des choses où tu as le plus appris sur toi et sur le monde, c'est quand tu allais vendre ces voitures et quand tu partais de Paris avec 4 potes ou 3 potes et que tu descendais en Afrique pour vendre des voitures. Raconte-nous, fais-nous un peu rêver parce que c'est des choses qui seraient bien difficiles à faire aujourd'hui. Tout à fait. Alors malheureusement, c'est ce que j'ai fait lorsque j'avais de l'âge de 20 à 25 ans avec 2 autres copains, c'était d'aller vendre des voitures en Afrique. On partait de Paris, puis on vendait, c'était à l'époque des 404 ou des 504. Ceux qui sont jeunes ne se rappellent pas ce que c'est qu'une 404. Et on allait vendre ces voitures au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Mali. Donc tu l'achetais de Paris, oui. Toi tu avançais un peu d'argent, oui. Et là après tu descendais sur Marseille, tu prenais le ferry. Où on passait par le Maroc, l'Espagne, le Maroc. Et il y avait plusieurs routes, ça nous occupait toutes les vacances, et avec le prix de la vente de la voiture, vous financiez votre on faisait une grosse plus-value, sauf que ça payait les frais, ça faisait des vacances gratuites, ce qui était à l'époque extraordinaire. Je reviens juste à ces années lycée parce que je sais qu'à ce moment-là aussi, t'es pas le meilleur élément. Il va y avoir une rencontre avec un professeur de physique qui va avoir un impact important sur toi parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui va pour le coup te pousser, mais c'est quelqu'un plutôt qui va essayer de te mettre la tête sous l'eau, qui va te faire, si ce n'est aimer la physique, en tout cas, travailler plus que de raison la physique parce que tu vas terminer à avoir combien au bac, rappelle-moi 20. Voilà. Donc raconte-nous ça. Donc, toi... Et à l'époque, c'était compliqué parce que maintenant, tout le monde a une mention très bien. C'était il y a longtemps. Donc, je te rappelle que j'aimerais bien que tout le monde ait mention très bien. C'est pas si arrivé que ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, on était sur 1% de gens mi-maximum qui avaient mention très bien. Donc, on est sur des mentions qui étaient compliquées à obtenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, de nouveau, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Comment on arrive à un jeune qui est en seconde ou à redoubler, se retrouve avec 20 en physique, avec des rencontres avec des professeurs qui l'ont poussé, d'autres qui l'ont pas poussé. Raconte-nous un peu comment tu as vécu ce moment-là, et tu vas quand même devenir, et on en parlait tout à l'heure, et on va en parler, on va te retrouver à la NASA, donc tu deviens quand même une tête. Oh, je ne sais pas si je deviens une tête. En tout cas, moi, j'ai toujours été le plus jeune de ma classe. J'ai sauté une classe quand j'étais en primaire. Comme étant de fin d'année, j'avais quasiment 2 ans d'avance. Donc, j'ai toujours été le plus jeune de ma classe. J'étais un élève jusqu'en seconde moyen, plutôt moyen bon. J'ai redoublé ma seconde parce que j'étais complètement immature. Je suis rentré en seconde, j'avais 13 ans et demi. Et il y a des profs comme tout le monde qui m'ont marqué dans le bon sens et d'autres marqués dans le mauvais sens. Et moi, je me dis toujours, en étant un élève moyen plus, il y a des profs qui m'ont traumatisé. Et j'imagine les pauvres élèves qui étaient plutôt moyen moins, qu'est-ce qu'ils ont dû endurer. Et c'est quand même beaucoup de gâchis. Donc moi et ce genre de choses, on s'en rend compte 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Sur le coup, quand on se fait humilier par un professeur, on trouve ça normal parce qu'on dit on n'est pas bon, etc. Et moi, je me rappelle aussi, c'est un souvenir que j'ai en primaire. À l'époque, on avait un prof de sport dans l'école qui nous entraînait. Il nous entraînait à faire du basket. Moi, à l'époque, j'avais 2 ans de moins que tout le monde. Je mesurais, j'étais tout petit déjà, j'étais petit pour mon âge. Donc un jour, on avait fait un match de basket. C'est inutile de dire que la balle de basket, j'ai dû la toucher une fois pendant le match, et encore, j'en suis même pas sûr. Et à la fin du match, il y a le prof qui vient me voir, il me dit « Grossman, t'as touché la balle combien de fois ?» Alors je lui dis une fois, paf, une baffe. Et sur le coup, quand on reçoit une baffe comme ça, vous dites « C'est normal, j'ai une baffe, c'est normal, j'ai touché la balle une seule fois. » Voilà. Et sur le coup, ça vous paraît normal. Et après, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans après, j'ai la haine contre ce prof. Voilà. Et voilà. Il y a des choses comme ça qui m'ont marqué. Et puis j'ai eu des profs excellents comme tout le monde. Et tu t'en souviens encore aujourd'hui, c'est quand même ça qu'il faut. J'ai une très bonne mémoire, je suis hyper amnésique. Ouais.
ça sert pas à grand chose. Je me rappelle de choses complètement inutiles. Je me rappelle le nom de tous mes profs. Ouais. Je me rappelle de mes emplois du temps quand j'étais au lycée. Ça n'a aucun intérêt. Donc on passe ces années lycée. Tu étudies au sein de l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Tu obtiens un doctorat avec une thèse. Écoutez bien, la spectroscopie des molécules d'eau et d'oxygène. Alors, tu sais que nos auditrices et nos auditeurs sont toujours très curieux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, s'il te plaît, Benoît, ce qu'était cette thèse? Alors, cette thèse que j'ai eu la chance de faire dans les laboratoires, il y a très longtemps, dans les laboratoires de la direction des études et recherches de EDF, à Chatou. J'ai passé 3 ans là-bas, donc j'avais un directeur de thèse qui était mon premier mentor. J'ai toujours beaucoup d'estime pour lui. Comment il s'appelle? Claude Cahen, que je revois régulièrement, qui habite maintenant à San Diego aux États-Unis. J'ai eu de faire ma thèse sous sa direction. Et mon sujet était double, c'était faire des études de spectroscopie. Donc c'est étudier les spectres d'absorption de la molécule d'eau, la molécule d'oxygène. Et ensuite de faire des sondages laser pour faire de la mesure de constituants minoritaires de l'atmosphère. C'est très spécifique. On va essayer de ne pas perdre tout de suite mes chers auditrices et auditeurs, mais donc c'est très spécifique. La question de ça, tu veux faire quoi dans la vie? Tu arrives à te projeter? Non, à l'époque, non. Tes parents te poussent à des choses ou pas du tout? Oui, mais sans idée préconçue. Enfin, je m'éclatais beaucoup quand j'ai fait ma thèse. Les trucs scientifiques m'ont beaucoup plu. Et ensuite, à l'issue de ma thèse, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. Mais comment cette chance-là? C'est quelqu'un t'a offert cette possibilité-là? T'as tapé à la porte de quelqu'un? Tu t'es démené un peu? Un mélange des deux, c'est-à-dire que l'équipe de la NASA que j'ai rejoint ensuite, où je suis resté ensuite pendant 6 ans, travaillait sur un sujet qui était équivalent à mon sujet de thèse. Donc j'ai que c'était pas relativement facile, mais comment ils sont trouvés? Je les connaissais indirectement. Et puis c'est mon directeur de thèse, une fois de plus, Claude Cahen, qui a fait le Go-Between et pour lequel je lui suis infiniment reconnaissant. Donc là, on est à la NASA. Tu trouves ton Claude t'aide à trouver d'abord un stage ou un emploi d'abord? Un emploi, alors c'est un postdoc, c'est un postdoc comme ça se fait souvent aux États-Unis. Ironie de l'histoire, c'était l'époque où le service militaire existait encore en France, et les 16 premiers mois de mon séjour à la NASA, c'était validé comme mon service militaire. Alors la NASA l'a jamais su parce qu'il a expliqué à la NASA que je faisais mon military service, c'est un peu compliqué. Personne ne l'a jamais su à la NASA, mais ça a été validé par l'ambassade de France de telle manière que j'ai fait mon service militaire à la NASA. Sympa, et en plus en étant très bien payé. En plus, on est en train de... Ouais. Toi, tu avais cumulé là. Donc, quand tu arrives aux États-Unis, tu connaissais les États-Unis au préalable? Non, c'était le choc. Okay. Donc, le choc des cultures. Le choc des cultures. Tu arrives où exactement? En Floride? J'arrive en Virginie, à Hampton, en Virginie, au sud-est de la Virginie. Donc, c'est la Virginie, ça peut être dans la banlieue sud de Washington. Non, c'est la banlieue, c'est la Virginie loin de Washington, au bord de la baie de Chesapeake, un endroit magnifique. Mais quand on a 25 ans, c'est un peu un choc des cultures. À ce moment-là, ton anglais est bon? Non. Il est toujours pas bon après 6 ans, donc à l'époque il était encore pire. T'as le choc des cultures, ton anglais est pas très bon, oui. T'as la culture américaine partout. Elle te fait rêver cette culture à ce moment-là? Sur le coup, non, parce que c'est un choc des cultures. On croit connaître, après je veux dire dès la palissade, quand on n'a jamais été aux États-Unis, on croit connaître les États-Unis parce qu'on a vu tellement de films américains, puis en fait pas du tout. Voilà, il y a une mentalité qui est totalement différente, un choc culturel énorme. Donc pour moi c'était quand même la grosse claque. C'était la grosse claque. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis accroché. Et puis après, c'était une époque très, très sympa. Et en plus, j'ai rencontré ma femme à l'époque. Pourquoi tu restes pas là-bas? Pourquoi 6 ans? 6 ans, tu aurais pu être encore là aujourd'hui. J'aurais pu rester. Le jour où je suis parti, mon patron était très déçu que je parte et surtout très surpris. C'est juste que l'American Way of Life, voilà, je voulais revenir en France. Alors, juste pour la petite histoire, mon épouse Maya n'avait jamais habité en France, même si elle était française. Elle a toujours grandi à l'étranger. Son père était expert international à la Banque mondiale, donc elle habitait dans différents pays. Elle a grandi à Rome, donc c'était en Inde, en Espagne. Pour les deux, c'était... aux États-Unis. Et donc, quand on est revenu en France, j'ai un peu ramené de force, parce qu'elle ne connaissait pas la France. Pourquoi tu voulais rentrer, toi? C'est peut-être un peu le mal du pays. Et puis, alors pourquoi je suis rentré au bout de 6 ans? Parce que le projet sur lequel j'étais était arrivé un peu une phase intermédiaire, puis je ne voulais pas partir avant d'avoir fait cette phase intermédiaire. J'aurais pu rester 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. J'aurais pu rester tout le temps. Oui, tu aurais pu rester tout le temps. Et puis NASA, c'est quand même... Je pense que quand tu rentrais en France pour l'été, tu dis, tu fais quoi, Benoît? Tu dis, je suis à la NASA. Je pense que là, c'était pas mal. Oui, et puis surtout, je me suis beaucoup amusé. C'était des moyens très, très importants. Moyens très importants. Dans un environnement intellectuel fort. Très stimulant. Puis j'ai fait des trucs
des expériences hyper sympas, des projets. À l'époque, j'écrivais des papiers scientifiques que je comprends toujours, des papiers scientifiques hyper compliqués avec des titres que une personne sur 10 ne comprend. Donc là, tu rentres en France et là, je comprends, tu vas travailler d'abord pour Thomson Optronics, qui est devenu Thales. Juste pour terminer un peu mes années NASA, pour te montrer les sujets sur lesquels je travaillais, que c'est des sujets quand même hyper spécifiques. Tu vois, j'ai dans mes sujets de spectroscopie vapeur d'eau, j'ai étudié les spectres d'absorption de la molécule d'eau. J'ai réussi à montrer qu'un spectre d'absorption, c'est des espèces de courbes en cloche un peu symétriques. Et c'est la première fois qu'on suspecte que ces raies d'absorption soient dissymétriques. Hein. Quand je dis dissymétriques, elles sont très très légèrement dissymétriques. Et c'est la première fois qu'on mesurait que ces raies étaient réellement dissymétriques. Alors la dissymétrie, il faut prendre une loupe au 5e degré pour voir la dissymétrie. Et c'est la première fois que ces dissymétries étaient observées. Et donc c'est moi qui l'ai observé. Voilà. Alors théoriquement, on savait que ça existait. Et c'est moi, première mondiale, qui l'ai montré. Donc c'est quand même une grande fierté. Voilà. Un petit Français de Maison Alfort. De Maison Alfit. Un petit Français de Maison Alfit qui arrive à démontrer ça. Autre point aussi qui est important, soulignons-le aussi, c'est que tu as serré la main. Et tu sais, des gens qui aiment, qui se rappellent encore des années après, toi, tu as serré la main à la deuxième personne qui a marché sur la Lune de tous les temps, donc Buzz Aldrin. J'ai eu l'occasion, quand j'étais à la NASA, ça devait être en 87-88, de le rencontrer à une conférence, et j'ai pu lui serrer la main, et comme serrer la main... T'as la photo ou pas ? Non, j'ai pas de photo à l'époque, on n'avait pas de portable et tout, c'est fort dommage. Et à l'époque, Buzz Aldrin, c'est, pour ceux qui se rappellent pas, c'est le numéro 2 qui a marché sur la Lune, qui a marché 10 minutes après Neil Armstrong. Hein. Et juste un petit rappel de l'histoire, en 69, donc l'alunissage de Apollo 11, j'avais 10 ans à l'époque, ça m'a marqué. Et 15 ans après, serrer la main de la personne deuxième qui a marché sur la Lune, c'est quand même... Puis des gens qui ont marché sur la Lune, il y en a eu 12 dans le monde. Hein. Il y a eu 12. Tu penses quoi des gens qui veulent y retourner là ? Tu penses que c'est une... C'est bien, mais on l'a fait une première fois. La première fois est super intéressante, la deuxième fois... Pour autre chose, là, c'est pour construire quelque chose. Tu comprends mais c'est un peu comme les missions Apollo. Hein. Apollo 11, c'était l'événement interplanétaire. Apollo 12, les gens suivaient encore. Apollo 13, tout le monde s'en moquait perdument. Et pour moi, la mission Artemis 2, non, c'est Artemis 3 qui va aller sur la Lune à Terre. Enfin, c'est quoi, 50 ans après Neil Armstrong ? Ouais. Construire quelque chose là-bas, aller habiter sur la Lune, ouais. Tu verrais ça, toi ? Oui, mais je vois pas, marcher sur un astre, outre que la Terre, ça a été fait la première fois le 20 juillet 1969. Il n'y aura pas une deuxième fois. La deuxième fois, il y a un petit côté un peu fade. Ça sera très bien. Mais ce qui a été fait en 69 avec les puissances de calcul de l'époque, hein, l'ordinateur d'Apollo 11, il avait moins de mémoire, moins de puissance de calcul qu'un iPhone d'aujourd'hui. Hein. Des fois, on a du mal à téléphoner. Eux, ils ont envoyé des hommes sur la Lune. Ils sont revenus vivants. Donc, voilà. C'est remarquable. Ouais. Tu rentres, tu te retrouves à Thomson, tu continues à une logique de chercheur qui applique cette recherche. Et là, je te retrouve justement en finance. C'est une rencontre, c'est une volonté haute que je n'arrive pas à comprendre, mais que tu vas, j'espère, m'expliquer. Je te retrouve à la financière de Brienne en 1993. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, entre-temps, j'ai eu la chance de retourner, comme on dit, à l'école, de faire un MBA. J'ai fait un MBA à Sciences Po en 93. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un MBA ? Parce que toutes les matières autres que scientifiques m'intéressaient, tout ce qui était finance, compta, marketing m'intéressait sans jamais l'avoir fait à l'école, mais jamais. Et j'ai passé une année à faire ces matières-là. Je me suis vraiment éclaté pendant un an. Et à l'issue de ça, à l'époque, le venture ou le capital risque était quelque chose de excessivement peu développé en France. Hein. À l'époque, il devait y avoir 3-4 fonds. Et le capital risque, c'était pour moi le seul métier qui permettait de joindre un peu mes compétences scientifiques et techniques avec mes compétences un peu finance marketing que je venais d'acquérir après mon MBA. Donc c'était pour moi, c'était vraiment la jonction entre les deux. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer un fonds en 93. C'était l'époque, il y avait 3-4 fonds. Et puis les tailles des fonds, j'ose même pas dire la taille des fonds. Financière de Brienne, c'est un fonds qui faisait 100 millions de francs. 100 millions de francs, c'est 15 millions d'euros. Ouais. Et avec ce fonds-là, on était à l'époque un fonds moyen gros. À l'époque, le gros fonds, c'était Sofinova qui faisait 200 millions de francs. On dit, Sofinova, 30 millions d'euros, incroyable. Voilà. Et maintenant, 30 millions d'euros, c'est la taille d'un deal moyen. Voilà. Mais pourquoi, toi qui aimes la science, qui voulais être chercheur, là, tu percutes sur autre chose. Et ça aurait pu être d'ailleurs autre chose que la finance, autre chose que le venture. Et c'est ça que explique-moi encore. Tu me dis que tu aimais aussi le marketing, la communication, plein de choses que tu aimais. Tu avais une sorte d'appétence pour toute une chose que tu n'avais pas touché pendant toutes ces années. Ouais. Pourquoi la finance ? Et dans la finance,
Pourquoi le venture? Alors, je dirais que le métier de capital risque ou de venture capitaliste, pour moi, c'est pas un métier de finance. Hein, c'est un métier de... C'est un métier de détecter les talents. Hein. Mon métier, tu le connais, Alexandre, c'est de détecter les entrepreneurs de demain. La partie finance est somme toute assez limitée. Lire un bilan d'une société en formation, ça n'a pas grand intérêt. Donc, mon métier, c'est pas de la finance. C'est les notions de finance que j'ai besoin de savoir pour mon métier, c'est savoir une règle de 3. Pas très compliqué. Mon métier, c'est de détecter les talents. Hein. Mon métier, c'est de voir les entrepreneurs. Je suis d'accord, mais ça, on le voit aujourd'hui, on va en parler plus tard. En 93, tu n'es pas fait pour... Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pour les gens qui nous écoutent, qui parfois passent 5 ans, 10 ans, 15 ans à faire quelque chose et qui, à un moment ou à un autre, c'est une épiphanie, ça peut être une épiphanie. Qu'est-ce qui fait que toi, qui aurais dû continuer à être chercheur et tu fais de la finance... Là, on est 3 ans avant, la NASA travaillait sur l'ozone, la couche d'ozone, et la dissymétrie des molécules d'eau. Ok. Et là, je te retrouve à me parler d'investissement dans capital risque en France. Tu comprends pourquoi tout à fait. Et j'ai pas la réponse là. Moi, je l'ai pas aussi. Enfin, j'ai pas aussi. Je l'ai pas non plus. Ouais, mais alors tu te laissais porter peut-être. Je me suis clairement laissé porter. Et puis c'est toujours pareil. Moi, je suis rentré un peu dans ce métier un peu par hasard. C'est un métier ultra confidentiel. À l'époque, il y avait 3-4 fonds. Chaque fonds, c'était quelques personnes. Et j'ai réussi à avoir en 93 le seul boulot qui était disponible dans le venture. J'ai eu beaucoup de chance. Mais en plus, il faut bien comprendre que le venture à l'époque, c'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. T'avais d'autres choix. T'as eu d'autres propositions sur autre chose que d'autres fonds? Non. Ah non, j'ai eu un entretien. Une offre. J'espère que vous allez me prendre. Tout à fait. Et c'était mon deuxième mentor, Thierry Le Tailleur, hein, qui était le patron de la financière de Brienne, qui m'a fait confiance en m'intégrant dans ses équipes, alors que j'y connaissais strictement rien en venture capitaliste, qui m'a fait confiance, que je vois toujours, et pour lequel je suis aussi également infiniment reconnaissant après mon premier mentor à EDF, Claude Cahen. Voilà. Est-ce que l'aspect financier de ce métier t'a séduit rapidement? Est-ce que tu disais qu'il faut avoir des basiques de mathématiques, c'était pas ça qui t'intéresse plus? Qu'est-ce qui t'a le plus séduit rapidement sur ce monde de la finance, du venture? Alors, une fois de plus, c'est pas le monde de la finance, c'est le monde du venture, donc c'est de rencontrer... Alors, excuse-moi, dans ce cas-là, parce que tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas exactement ce qu'est le monde du venture. C'est quoi la définition du monde ce qu'on appelle capital risque, venture capital? Capital risque, venture capital, c'est de financer des sociétés dans des stades de développement très, très, très peu avancés, soit à la création, soit 1, 2, 3 ans après la création. Donc, ce sont des sociétés qui ne sont pas matures, donc avec des typologies de risques très importantes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de risques. Par définition, quand il y a beaucoup de risques, quand on gagne, on doit pouvoir gagner beaucoup. Et ce qui fait la force, je dis toujours, d'un projet, c'est les qualités de son équipe. Parce qu'une société qui s'est créée 2 ans auparavant, qui a un fondateur et 4 salariés, ce sont les fondateurs qui font la différence. Pour que les gens comprennent bien, quels sont les types de sociétés que tu as financées, que tu as, toi, décidé de soutenir au fil des années? Quelles sont celles qui marquent dans ton épitaphe? Alors, il y a des sociétés rigolotes comme Mythic. Hein. J'ai eu la chance d'être le seul investisseur financier d'avoir financé Mythic, parce que Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, je l'avais financé dans sa vie précédente, dans son expérience précédente, une société qui s'appelait e-France. Ça, c'était mon époque V-Ventures, entre 98 et 2002. Et quand il a créé Mythic, j'ai eu la chance de pouvoir le financer une seconde fois. Ça s'est très bien passé. Donc, c'est une expérience très rigolote. Hein. On va s'arrêter 2 secondes, parce qu'on a tu le sais, des pauses amicales ou familiales ici. Donc, ces pauses familiales ou amicales, c'est des gens qui t'apprécient beaucoup et qui ont envie de te poser une question. Et on va écouter cette première pause amicale. Ouais, salut Benoît. Écoute, on se connaît depuis 25 ans. On a travaillé ensemble depuis 25 ans. On a commencé par e-France, NC, Mythic, Winamax. On a fait plein de choses ensemble. Et alors, ma question est très perso. Elle va peut-être aller chercher la réponse loin en toi, mais pendant toutes ces années où on a travaillé ensemble, je t'ai toujours vu très calme, jamais t'énervé. Pourtant, on a traversé des trucs vraiment compliqués et des situations vraiment stressantes. Et je t'ai toujours vu très, très calme, très, très posé, très, très réfléchi. Donc moi, j'ai juste une question, d'où vient ton calme ? Parce que moi j'en suis loin et visiblement j'ai pas fait tout le chemin que toi tu as fait. Donc si tu peux nous donner 2-3 éclairages sur la manière dont tu restes zen et calme en permanence, je serai extrêmement preneur. Je t'embrasse. Question de notre camarade Marc Simoncini, qu'on apprécie et qu'on aime beaucoup, qui t'a vu et que donc tu as vu souvent et qui te pose cette question-là. Parce que Marc, c'est vrai qu'il est
Il est punchy. Il y va, hein. Il est punchy. Je crois que c'est un peu un stressé de la vie. Et c'est un super entrepreneur. Bien sûr, c'est un super entrepreneur. Et alors ? C'est un super entrepreneur. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec lui dans pas mal de sociétés, dans des situations des fois simples, très compliquées, très très compliquées, et puis des fois très très faciles. Mon calme. Alors j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie. Je fais pas mal de natation. Pour moi, la natation, c'est un peu mon yoga. C'est mon équilibre de vie. Voilà. Quand tu fais beaucoup de natation, c'est que tu en fais une fois par semaine. Plus que ça. 2 fois, 3 fois. Ouais, plus que ça. 4 fois, 5 fois. Plus que ça. Oui, tous les jours. Allez. Peut-être pas plusieurs fois par jour. Mais voilà, pour moi, c'est un équilibre en piscine ou en mer. Voilà, pour moi, c'est vraiment un équilibre. En plus, c'est un sport qu'on peut faire qui est très bon pour le corps, qui est très. Voilà, on dit que c'est un des meilleurs sports. Et moi, je trouve que c'est vraiment mon équilibre. Donc pour Marc, peut-être c'est déjà le sport, donc ça te permet de sortir ce stress-là, ou ce stress potentiel que tu pourrais avoir. Moi, je confirme, je fais aussi beaucoup de sport et c'est vrai que c'est un moment qui me permet de sortir ce qui a besoin d'être sorti. Tu as un autre conseil ? Alors déjà, pour répondre un peu à la question de Marc, la différence de Marc et moi, c'est que lui est entrepreneur. Moi, je ne suis qu'investisseur, que financier. Celui qui bosse, c'est lui. Donc le stress, il est quand même sur l'entrepreneur, beaucoup plus que sur le financier. Moi, je dis toujours qu'un entrepreneur, 100% de sa vie, c'est sa boîte. Moi, des boîtes en portefeuille, j'en ai peut-être 20 ou 30. Une boîte, si elle ne marche pas, ça m'empêche de dormir un week-end. Tandis qu'un entrepreneur, quand ta boîte ne marche pas, c'est pas un week-end qui ne va pas dormir. C'est sa vie qui s'écroule. C'est sa vie qui s'écroule. Donc, c'est pour ça que par rapport à Marc, j'ai un gros avantage par rapport à lui, c'est que moi, je fédère sur beaucoup de sociétés et que c'est pas la peine de stresser pour une société. Et ceux qui bossent, une fois de plus, sont les entrepreneurs. Nous, les financiers, on se contente de les sélectionner, on les accompagne, on les encourage. C'est très important de les encourager. C'est-à-dire que quand ça marche bien, il faut les féliciter. Et quand ça marche pas, il ne faut surtout pas les engueuler, parce que si ça ne marche pas, ils savent très bien que ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de leur dire. Certains entrepreneurs disent parfois, dans la relation qu'ils ont avec des investisseurs, le problème qu'on a avec certains investisseurs, c'est que quand tout va bien, les investisseurs disent que c'est grâce à eux, et quand tout va mal, c'est à cause de l'entrepreneur. Tu le vois souvent, ça ? Tu l'as souvent vu ? Tu combats ça ? J'ai souvent vu. Moi, je suis effrayé, c'est quand on investit au capital d'une société, en général, on rejoint le conseil d'administration. Donc, au conseil d'administration, il y a toujours des représentants des investisseurs. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais 9 conseils d'administration sur 10, c'est à mourir. C'est-à-dire que mes collègues, non plus, je ne citerai pas le nom, se font des questions-réponses. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils existent, donc ils se font des questions-réponses. Et pour moi, c'est les conseils d'administration, mais c'est une perte de temps. Pour moi, les meilleurs reporting, je déjeune avec le patron de la boîte, puis je dis ça va, et puis on parle en une demi-heure. Le reporting est mieux que des présentations PowerPoint et Excel qui n'en finissent pas, qui ne veulent strictement rien dire, où les gens se font des questions-réponses, mais c'est à pleurer. Il y a des boards qui durent 3, 4, 5 heures, c'est n'importe quoi. Et tu pourrais écrire peut-être un livre, comment avoir un bon board. Tu en as quand même eu des bons boards ? Ouais, les bons boards, c'est les boards. Avec Marc, c'était des super boards. Hein. On devait être 3, 4 personnes. C'était des boards qui duraient 40 minutes. Ah, mais ça suffit amplement. Au-delà de 40 minutes, ça sert plus à rien du tout. Et donc, on a eu des boards de légende avec Marc, des boards de mythique, c'est assez rigolo. Mais, et comme quoi, on a fait des bonnes affaires. Comme quoi, les boards de cours, on peut faire des anticorrélations entre la durée des boards et la manière dont les sociétés se développent. Hein. Donc ça, je peux faire des anticorrélations. Donc, Marc, merci pour ta question et merci à toi, Benoît, pour la réponse. On continue. Donc là, on était chez Financière de Brienne. Tu continues. Là aussi, pourquoi tu passes de Financière de Brienne à V-Venture, c'est là où c'est l'étape d'après, puis de V-Venture à AGF, il y a des rencontres qui se font, il y a des moments où tu t'ennuies, où tu commences à être visible et les gens ont envie que tu travailles avec eux. Comment ça se passe, ces différentes évolutions ? Alors, mon arrivée chez V-Venture, ça correspondait, c'était fin des années 90, en 98. Explique de nous ce qu'était V-Venture à l'époque. V-Venture, c'était un fonds qui avait été initié et sponsorisé par Vivendi. Donc de l'époque, la grande époque de Jean-Marie Messier, de l'époque J6M.com, Jean-Marie Messier que je vois toujours d'ailleurs, qui est bien revenu, hein, bien sûr, mais qui est revenu à son métier d'origine. Ah oui, de banquier, on va y revenir. De talent. Et donc c'est un fonds qui avait été initié par Vivendi et qui était dirigé à l'époque par Jean-Pascal Tranier, qui a proposé que je rejoigne dans ses équipes, et c'était le début un peu de la folie Internet. Hein, rappelle-toi, fin des années 90, 98, ça a commencé à chauffer de tous les côtés. Il y avait eu l'IPO de Netscape 2 ans auparavant, l'IPO d'Amazon, eBay venait de se faire financer, etc. C'était le début de la bulle Internet, qui est arrivée avec un peu de retard en France. Et donc j'ai eu la chance de passer la bulle Internet, l'époque Internet de 98 jusqu'à 2002, au sein de V-Venture, donc de Vivendi. Donc j'ai vécu la grande époque,
aux côtés de Jean-Marie Messier, qui à l'époque était le maître du monde. Hein. On se souvient de certaines personnes se souviennent il était partout, et ce qui est dit, il voyait un peu avant les autres. C'est pour ça que il est reparti dans ses premiers amours. En tout cas, il est très bon, mais il a vu un peu avant les autres ce qui est arrivé après, c'est-à-dire une vraie convergence tout à fait. du contenu et du contenant. Donc c'est quand même, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens disaient mais ça n'arrivera pas. C'était vu trop tôt, et quand c'est vu trop tôt, toi tu sais très bien dans l'investissement, ça ne marche pas. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Donc, le timing, dans notre métier, le timing est clé. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Voilà. Avoir raison, c'est avoir tort. Trop tôt. Là, tu continues, la bulle explose, là, tout le monde ferme, hein. Viventure, ça ferme, merci beaucoup. Viventure ferme, tout à fait. Viventure ferme, et donc là, tu te retrouves un peu de temps sur la touche complètement, ou rapidement tu trouves un job? J'ai réussi à rebondir assez rapidement, mais voilà, c'était l'époque 2002-2003 qui était un petit peu glauque. Très compliqué. Très compliqué, où toutes ce qu'on appelait les dot-com de l'époque, c'était tout à jeter à la poubelle, on les jetait à la poubelle, et j'ai eu la chance de rebondir, c'est une rencontre à nouveau là? C'est quelqu'un? C'est par chasseur de tête interposé, donc il n'y a rien d'original d'être... AGF là? AGF Private Equity. Oui. Christophe Bavière, donc, qui est mon associé depuis 23 ans. Donc c'est lui qui t'embauche à ce moment-là? C'est lui qui m'embauche, c'était mon associé depuis 2002, depuis 22 ans. Et donc c'était l'époque où le venture, où le capital risque s'était pris un gros coup sur la tête post-bulle Internet. Et puis j'ai intégré les équipes d'AGF Private Equity. Puis pour la petite histoire, AGF, c'est pas un mot qui faisait rêver. Autant quand j'étais petit, travailler à la NASA, ça me faisait rêver. Si on m'avait dit un jour je travaillerais chez AGF, c'était Assurance Générale de France. C'était hyper poussière, voilà. Et comme quoi, une offre de boulot, c'est toujours ce que tu en fais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'avais que ça. Et tu l'as pris, c'est ça? J'avais quasiment que ça. Pas que ça, mais quasiment que ça. Donc, message pour Christophe Bavière. Quasiment que ça. Sache que Christophe, c'est que t'es pas uniquement pour tes beaux yeux, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et c'est pas que Christophe l'a accepté. Donc là, tu acceptes cette offre de Christophe, tu rentres, vous construisez, et là, il se passe quelque chose, c'est que AGF, et là, c'est des moments de vie assez intéressants, où là, AGF veut se séparer de son entité. Il y a un moment où vous levez la main en disant juste, nous, on reprend. Comment ça se passe? On est en 2010? Oui, alors ça commence déjà en 2008-2009. C'est suite au rachat de AGF par Allianz. Allianz a, dans un premier temps, souhaité nous intégrer, nous fusionner avec les activités de Allianz Private Equity basées à Munich. Et la chance. Ouais, et avec Christophe, donc mon associé de toujours, on a vraiment fait les Gaulois de service. On a tout fait pour empêcher cette fusion. En action dans le comité d'entreprise. Enfin, je pourrais écrire un bouquin, c'était à mourir de rire. Enfin, on a vraiment fait les Gaulois de service, on a vraiment fait les pieds nickelés. Et toujours est-il que c'est la première fois dans l'histoire d'un groupe allemand comme Allianz. C'est un groupe allemand, ça met un peu de temps à prendre une décision. Et quand la décision est prise, il l'applique quoi qu'il arrive. Voilà. Et là, on a eu beaucoup de chance, et qu'entre-temps, il y a eu la crise de 2008. Et donc, les Allemands ont changé d'avis. Ils nous ont dit, écoutez, vous nous emmerdez, on ne va pas vous fusionner. D'ailleurs, on va vous vendre. Donc, on s'est dit, ça tombe bien, nous, ça nous intéresse. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. On a eu beaucoup de chance. Timing, parfait. De toute façon, dans la vie, il faut toujours avoir beaucoup de chance. Hein. Voilà. Et choisir la chance, c'est dans le bouquin, je dis souvent, la chance... Faut la saisir, mais oui. Mais... La chance existe, les chanceux n'existent pas. Ouais. Tu as pris, tu étais prêt, tu dis, on veut faire ça, on avance. Et donc, c'est risqué quand même à ce moment-là. Tout à fait, parce que on sortait de la crise financière, c'était 2009, ça s'est concrétisé en 2010. Des subprimes. Alors c'est toujours facile aujourd'hui de dire que c'est sûr que ça marchait. C'était des risques mesurés, donc on s'est... Quel montant vous achetez ça? On l'achetait pas très cher, voilà. Je veux pas dévoiler de montant, on l'a acheté pas cher. On est parti avec un existant qui était assez... On est parti avec un fonds de commerce assez important. Où il y avait déjà 1 milliard ou de sous-gestion? On doit avoir 2 milliards sous-gestion. Et de trouver avec Christophe, ce spin-off qu'on a fait, ou ce rachat qu'on a fait en 2010, on y pensait depuis 8 ans. C'est toutes les compagnies d'assurance ou les banques qui avaient leur société de gestion, elles ont toutes spin-offé. Et il y a un moment... C'est très compliqué parce qu'il faut le faire au bon moment. Et quand on fait ça, on lutte contre les plus gros... on lutte contre l'interne parce qu'il y a toujours une personne interne qui est très jaloux de vouloir partir. Donc, il va tout faire pour vous empêcher de partir. Et donc, il faut le faire au bon moment. Il faut le faire de manière non violente. Et on a réussi à le faire. Puis là-dessus, Christophe est topissime pour faire ce genre de choses. Alignement des étoiles absolument parfait. Ouais. Tu me disais tout à l'heure, c'est intéressant, quand tu répondais à Marc, tu disais, moi...
je suis investisseur, j'investis dans 20 organisations, s'il y en a une qui cède, il y en a encore 19 autres. Contrairement à Marc, là, tu te retrouves, là, tu vas, tu as ta tête sur le bio, là, tu deviens entrepreneur. Tu te métamorphoses avec Christophe, vous êtes entrepreneur, c'est votre entreprise. Tout à fait. Et puis, vous endettez pour ça. On s'est endetté, j'ai hypothéqué la maison familiale, maison de vacances. Je ne sais même pas si j'ai dit à ma femme à l'époque. Oui, bien sûr, on a pris des risques. Donc, ça y est, là, tu es entrepreneur. Quand tu as ça toi-même, tu as cette idée de dire, moi, souvent, quand j'ai créé mes entreprises, en créant mes entreprises, quand ce n'était pas des non-profit, quand ce n'était pas des organisations à but non lucratif, dès que je les crée, je sais que je vais les vendre. Toi, quand tu reprends en 2010 et quand tu deviens le patron et le propriétaire, tu as une idée. Déjà, tu dis, je vais la vendre? Non. Ou tu dis juste, ça sera les 20 prochaines années comme ça? Non, parce qu'à l'époque, les sociétés alors aujourd'hui, l'époque a beaucoup évolué. En 2018, lorsqu'on s'est rapproché de Razo, en clair, lorsqu'on a vendu Idinvest à Razo, c'était la première fois. La toute première fois. Hein. La première fois qu'une société de gestion se vendait à un prix non nul. Alors, comprenons ce qu'est une société de gestion. La société de gestion, donc, c'est la structure qui va gérer l'ensemble des fonds et qui, pour l'ensemble des fonds, va être rémunéré un pourcentage des fonds gérés et ceci donne un revenu et potentiellement des bénéfices. Tout à fait. Et donc là, pour la première fois en 2018, vous arrivez à convaincre, en tout cas le monde fait que une autre organisation qui est Eurazeo va vous payer tout à fait un multiple pour rejoindre. Tout à fait. Et c'est la première fois en 2018 qu'une société de gestion était vendue à un prix non nul. Avant, ça arrivait que ce soit prêt. Oui, mais quand les sociétés de gestion se vendaient, ça se vendait pour quasiment à la casse ou quasiment à la situation nette. C'est la première fois qu'une société de gestion se vendait à un prix non nul. Voilà. Et qui sont des prix très importants, qui sont devenus des prix très importants. Vous êtes donc merci pour toutes les sociétés de gestion qui, à toi et à Christophe, qui vont être vendues suite à 2018 parce que vous avez créé un précédent. Ce précédent, c'est un multiple d'EBIT, donc quasiment du résultat net, on va dire, multiplié par un multiple qui peut être 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois. C'est ce qui s'est passé depuis. Tout à fait. Ça, vous êtes en effet les premiers en France. C'est arrivé ailleurs. Rarement c'est arrivé. Depuis, ça a été fréquent. Vous vendez, mais vous partez pas. Comme Jean-Marie Messier, vous restez, puisque c'est Eurazeo qui est encore une fois un cocorico, c'est un des grands groupes de finances françaises. On en a comme ça, on a Ardian, on a Tikeo, on a des très beaux groupes en France qui réalisent des choses très belles à l'international. Eurazeo fait partie de ces structures-là. Je crois qu'il y a plus de 30 milliards, 35 milliards. C'est des chiffres qui sont, on a même du mal à les comprendre. C'est énormément d'argent d'actifs. C'est-à-dire que c'est ce qui a été investi par Eurazeo dans des entreprises. Je crois que Eurazeo, dont tu fais partie, il y a plus de 600 entreprises dont vous avez une participation. Vous ne les détenez pas. Certaines, vous pouvez avoir peut-être majoritaire, mais la majorité, vous êtes minoritaire. Un des plus grands actionnaires, groupe familial actionnaire, c'est la famille Decaux. Tout à fait. Qui est une famille qu'on a aussi, que j'apprécie énormément. Donc là, on se retrouve quand même dans un monde différent qui toi, te fait toucher à nouveau un endroit où tu n'es plus maître de ton futur, où globalement des décisions vont être prises que tu n'acceptes pas forcément, que tu n'as pas forcément décidé. Et pourtant, des années après, tu es encore là-bas. Donc, quand tu as vendu en disant tu resteras 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est plus de 6 ans après, tu y es encore. C'était quoi le deal au départ? Alors, on avait un deal, c'est toujours pareil, c'est quand tu vends une société, tu restes quelques années pour assurer le service après-vente, un espèce de biseau. Alors, je ne me rappelle même plus des conditions. Je crois qu'on devait rester avec mon associé Christophe, on devait rester jusqu'à fin 2021, fin 2022. Là, on est bénévole, mais on peut. T'es pas bénévole parce que j'ai plus de notes, voilà. Le point, c'est que tu pourrais partir sans que ça touche absolument bien sûr, voilà. Rien de ce que tu as gagné. Et ça fait 6 ans parce que je m'amuse beaucoup encore. J'ai la chance de faire un métier passionnant, de voir des entrepreneurs passionnants du matin au soir. On va continuer les pauses amicales. On en a parlé à l'instant, plusieurs fois, de cette histoire que tu as vécue avec lui. On écoute Christophe Bavière. Alors Benoît, j'ai une question pour toi qui m'a toujours, que je rêve de te poser et je profite de l'intermédiaire d'Alexandre pour le faire. Benoît, tu as eu plusieurs vies. Tu as une vie de sportif, une vie de père de famille, une vie d'accompagnateur d'entrepreneurs, de financeur d'entrepreneurs. Tu as eu une vie de créer ta propre fondation et
de créer ta propre école pour aider des enfants. Tu as eu une vie de sportif. Si je devais te demander quel est le trait commun, quel est le souvenir, quelle est l'émotion commune qui ressort de toutes tes expériences différentes, de toute cette vie différente, quel est le lien, quelle est la cohérence, quelle est l'ambition, l'envie qui traverse toutes tes différentes passions, lequel est-il? Mon partenaire de toujours, que j'appelle tous les matins à 8h30. Il m'a dit d'ailleurs, il faut que tu arrêtes de l'appeler tous les matins. Il a envie quand même un peu de calme là. Ouais. Donc Christophe qui te pose cette question-là, donc qui est avec toi et qui dirige aujourd'hui, il dirige Euraseo au quotidien. Il te parle justement, j'aime cette question-là parce que vous êtes l'un et l'autre des entrepreneurs. Alors je dirais que Christophe, pour répondre à ta question, mon meilleur souvenir, c'est... Alors bien sûr, il y a toute l'histoire de la fin d'Invest avec les négociations avec Euraseo, plus les fonds concurrents qu'on a mis en concurrence, où c'était un process qui était assez rigolo. Vous avez beaucoup de gens? Oui, il y avait 4-5. Voilà, c'était très, très, très rigolo. C'est toujours rigolo de se faire draguer, quand même. À nos âges, de se faire draguer, c'est très, très rigolo, quoi. C'est toujours sympathique, hein. Je souhaite à tout le monde. Et driver tout ça par Jean-Marie Messier, qui a un talent de banquier d'affaires exceptionnel, extraordinaire. Donc, tout ça, c'est une époque très sympa. Mais après, sinon, il y a toute l'époque, Christophe, toute l'époque Idinvest, de 2010 à 2018, où ça a été un flux continu plutôt de bonnes nouvelles. Et je crois, rappelle-toi, Christophe, à chaque séminaire, on faisait des séminaires tous les ans, et tous les ans, il y avait de plus en plus de monde, et à chaque fois, toi comme moi, on se disait, mais on ne revient toujours pas de ce qu'on a créé. Et une fois de plus, le secret de la réussite, on l'entend parler, Christophe, c'est un mélange de plein de choses. Je crois qu'on a réussi à faire confiance à tous les gens dans l'équipe. Il y avait un vrai esprit entrepreneurial chez Idinvest qui a fait que quand tu fais confiance aux gens, ils te le rendent à la puissance 10. Il a disparu quand vous avez été absorbé ou peu, ou ça a été une lutte un peu au départ? Pas disparu, mais forcément grandement diminué, parce qu'aujourd'hui le groupe Euraseo c'est 400 personnes, donc il y a forcément des procédures qu'on est obligé de mettre dans un groupe de 400 qu'on n'avait pas quand on était chez Idinvest. Avant d'être vendu à Euraseo, on était 80 personnes. Donc après, c'est la rançon de la gloire, la rançon du succès. Il faut mettre des process. Tu ne nous as pas répondu à cette question. Quel moment tu as eu de doute dans votre histoire sur les 20 dernières années avec Christophe? Alors, le moment de doute, c'était la passation entre AGF Prêt Équité et Idinvest. Autant la transaction entre Idinvest et Euraseo, c'était très rigolo. Sérieusement, très, très rigolo. Autant la transaction AGF Prêt Equity, Idinvest, ça n'a pas été drôle du tout. C'était l'époque où on sortait de la crise financière. C'était l'époque où Allianz ne voulait surtout pas vendre AGF Prêt Equity à ses managers. Et où Rothschild, qui manageait le process, nous a rencontré des gens pour nous racheter à la casse. C'était assez démoralisant. Voilà. Et puis, c'était hyper stressant, pas très agréable. Puis c'était une époque totalement différente aussi. On va continuer à avancer avec une pause vérité, pause qu'on aime bien. Les métiers de la finance sont parfois pleins de clichés. Je te propose de décortiquer ensemble quelques mythes là-dessus avec une pause vérité. Donc, il te suffira de me dire vrai ou faux à quelques affirmations. D'accord. Et d'expliquer ta réponse. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Les investisseurs sont tous des requins. Ah, t'hésites. Assez vrai. Assez vrai. Quand je vous disais qu'on a un franc-parler avec Benoît, le monde de la finance n'est pas compatible avec les enjeux sociaux et écologiques actuels. Faux, il peut l'être. Le business plan de départ d'un entrepreneur ne change que très rarement. Faux, il change tout le temps. Alors on dit qu'il change tout le temps, on dit que ça pivote. Hein. C'est une manière plus polie. Avant on disait qu'un investisseur se plantait une fois, deux fois, maintenant on dit pivote une fois, deux fois. C'est un mot qui est inventé il y a 15 ans. C'est arrivé. Combien d'investissements tu as fait depuis le départ? Beaucoup, je sais pas, peut-être 150. Est-ce que tu as vu beaucoup d'entreprises dont le business plan que tu as vu au départ était à peu près le même 5 ans après? Enfin, était celui qui a été proposé? Non, okay, donc... Ils ont tous changé. Et statistiquement, avec du recul, les boîtes qui ont bien marché, c'est pas celles que je pensais qu'elles allaient bien marcher. Et vice-versa, celles qui ont mal marché, c'est celles que je pensais qu'elles allaient bien marcher. Et celles qui ont marché et qui je pensais qu'elles allaient marcher, elles n'ont pas marché. Là, tu m'as perdu, là. Pour la raison pour laquelle je pensais que ça allait marcher. Voilà. Comme quoi, notre métier n'est pas une science exacte. Quand on investit dans une société, on investit, on rame avec l'entrepreneur, et puis ça marche, après on se dit, ça marchait. Le point numéro 1 pour toi, tout le temps, bien au-dessus, plus que la qualité du produit, c'est l'entrepreneur. C'est l'équipe Justement, qui sont pour toi? Se lancer avec un ou plusieurs associés,
est plus pertinent que seul. Tu fais partie de ces gens qui disent minimum 2 associés? Oui et non. Moi, il me faut un oui ou non. Non, les deux marchent très bien. Marc Simoncini, seul. Marc Simoncini était seul. Alors, il s'était associé. Il n'y a pas d'associé, mais il avait des gens, des numéros proche, de. bien sûr. C'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pas pareil. Mais ça dépend de la personnalité. Il y a des gens qui marchent très bien tout seuls, d'autres qui marcheront plutôt à 2. J'ai pas de réponse. J'ai des succès tout seul, des succès à 2. L'investissement financier est une affaire d'hommes. Non. Oui, mais tu dis non, mais. Faux. Tu me dis non, mais il y a quand même assez peu de femmes dans ton métier. Oui, mais après, il y a un effet, je dirais, un effet retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les femmes sont rentrées dans le métier de la finance relativement récemment, avant qu'elles prennent... Qu'elles aient 40, 45 ans, c'est ça que tu dis. C'est que ça va prendre de 50, plus en plus. Il y a l'effet retard. Tu penses qu'il est obligatoire... Moi, je fais partie des gens qui, évidemment, les gens qui m'écoutent le savent, qui pensent que ça doit être... on doit légiférer, on doit mettre des lois. Toi, tu penses qu'il ne faut pas? Tu penses que le monde va changer par tout seul? Il ne faut pas légiférer, il faut l'inciter fortement. Enfin, mais inciter fortement, tu as bien vu que ça... Tu t'imposes. Sinon, ça fait mais jamais, ça marche. Et tout ça, c'est imposé un peu par nos LPs. Les LPs, ce sont les investisseurs qui investissent dans les fonds. C'est eux qui vous demandent ce genre de choses. Donc, ils ne vous l'imposent pas. C'est pas légiféré, mais ils vont comprendre que si vous ne répondez pas favorablement à leur demande, ils n'investiront pas. Donc, pour moi, c'est incitatif. Voilà. La valorisation des boîtes tech aujourd'hui est complètement délirante et personne ne sait vraiment quel sera son avenir de ces valorisations. Tu vois encore beaucoup de valorisations totalement... Faux. Tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit clairement vrai. Aujourd'hui, c'est faux. C'est revenu plus... Ouais. On est revenu aujourd'hui à back to normal, une normalité qui est voilà, au retour à la normalité. Tu as vu beaucoup de choses totalement délirantes? Ah oui. Bien sûr. Mais certains fonds, d'ailleurs, Eurazeo, pendant un moment, a fait partie de cette partie, une partie du fonds d'Eurazeo était. Moi, je me souviens, à chaque fois une fois par an, quand il y avait les classements je crois que c'est les Échos qui viennent des classements, de tous les investissements, j'ai l'impression que c'était votre volonté. La volonté était d'être au classement, à chaque fois dans ces classements-là. Il y a eu beaucoup de classements de société. Après, il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu des business models qui ont été financés, qui n'étaient pas finançables. Il y a eu la folie des trottinettes il y a 3 ans. Il y a eu le quick commerce il y a 2 ans. Voilà, c'est des business models qui sont absolument pas rentables, pas tenables. Voilà, donc sur des valorisations. Et donc toi, il y avait une grande équipe chez Eurazeo. Parfois, tu te battais en interne pour dire les gars, bien sûr, faites pas ça. Et puis des fois on a raison, puis des fois on a tort. Donc voilà, c'est le principe de l'investissement. Bien sûr. Tu as fait Criteo, Deezer, WeThings, Webedia, Dailymotion, Winamax. En fait, c'est plutôt lesquels tu n'as pas financé, en fait, qui sont aujourd'hui très connus. Alors, tu es très spécialisé consommateur, consommatrice. Toi, c'est ça que tu aimes. Hein. Bah, c'est celle qu'on a financée il y a une dizaine d'années. Et puis après, on en a plein d'autres en portefeuille qui ne sont pas encore sortis. Donc, Si tu devais choisir de toutes ces entreprises, une qui t'a particulièrement marqué, de toutes celles que tu as financées, sur les 150, tu dis juste, celle-là, voilà, si je dois en garder une, c'est celle-là. Bah, Mythic, c'était une époque très rigolote. Mythic, c'est la seule société que j'ai financée et qui a eu un parcours hyper linéaire. Et autrement, tous les jours, c'était mieux que la veille. Et ça, pendant plusieurs années. Et pour répondre à ta question, Mythic est une rare société qui a gardé le même business model du début jusqu'à la fin. Et il n'y a eu aucune discontinuité. Voilà, donc, Tu penses d'ailleurs que c'est facile, là c'est pour Marc Simoncini, d'avoir ces entrepreneurs, et tu en as eu souvent des entrepreneurs qui ont pu faire une deuxième fois un si gros succès que le premier. Est-ce que tu as eu souvent chez beaucoup d'entrepreneurs ce sujet qui disait Benoît, mais c'était pas de la chance. Et puis, tu te rends compte que ça sera jamais aussi beau que la première fois. Est-ce que t'en as souvent comme ça Il y a vraiment tous les cas de figure. Et moi, pour moi, les meilleurs entrepreneurs que j'aime bien, c'est à la limite un entrepreneur qui a raté sa première boîte. On apprend toujours plus de ses échecs que de ses succès. À l'américaine, tu dis. Ouais. Et c'est de plus en plus vrai en France. Moi, on me pose souvent cette question-là. Accepter ses échecs, construire sur ses échecs, ne pas les répéter, c'est quand même mieux. Ça, c'est quelque chose que toi, tu vois souvent. Mais tu as souvent des entrepreneurs comme ça qui ont fait plusieurs fois des gros succès avec toi. Ouais, quand même. Cite-moi, par exemple. Jean-Baptiste Rudel. Alors, Jean-Baptiste Rudel, qui est le fondateur de Criteo. Et avant Criteo, il avait créé une société qui s'appelait Kiwi. Kiwi, t'as raison. Qui sur les téléchargements de sonneries. Téléchargements de sonneries portables. C'était une belle sortie à l'époque. T'en trouves pas beaucoup quand même. Il n'y en a pas énormément. Non, il n'y en a pas tant que ça. Tu en as trouvé justement parfois des gens que tu as envie de leur dire passe à autre chose. C'est pas à peine d'essayer de démontrer. Moi, j'en ai eu comme ça des potes qui
je vais te remonter et je vais te montrer que c'est faisable. On va y arriver une seconde fois. Je me souviens à PKM, par exemple. Oui, quand il voulait créer un business à moins de 40 milliards, ça ne l'intéressait pas. Exactement, on disait, je vais le faire. Je vous ai montré une fois, c'était le fondateur, pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, c'était quelqu'un qui avait créé un superbe succès avec trois cofondateurs qui s'appellent Prime Minister, qu'ils avaient vendu à Rakuten. Et c'est vrai, tu te souviens, il a dit, je vais vous montrer que je peux le faire. Il avait monté toute une équipe. Et en fait, ça a été un peu plus complexe que ça, parce que c'est une alchimie, c'est ça qu'on voit. Enfin, moi, je le vois au quotidien, c'est une alchimie, l'entrepreneuriat. C'est beaucoup, beaucoup de choses, et tu veux pas juste, avec une baguette magique, dire « je vais le faire demain ». Oui, et puis c'est vrai pour moi, j'ai autant de respect pour un entrepreneur qui a vendu sa boîte, qui vend sa boîte plusieurs millions d'euros, par rapport à un entrepreneur qui vend sa boîte plusieurs dizaines de millions d'euros. Moi, je dis toujours, celui qui vend sa boîte plusieurs milliards d'euros, il a eu plus de chances que celui qui a vendu sa boîte plusieurs dizaines de millions d'euros. Enfin, c'est les mêmes, ils sont aussi forts, aussi balèzes. Tu penses qu'ils sont les mêmes? Moi, ce que je vois parfois, c'est que, encore une fois, des grands succès, là, quand tu parles de milliards, c'est une autre catégorie quand même. Tu penses vraiment que c'est juste, il a pris juste une catégorie qui avait une plus grande taille de marché? Tu crois que c'est que ça? Taille de marché ou d'être là au bon moment, quand tu n'as pas de concurrence. Je prends l'exemple de Criteo. Ce qui est Criteo, on s'est engouffré dans une faille de marché. C'était le seul à avoir cette solution. 2 ans après, ça n'aurait pas été possible. La crainte ultime, parfois, pour certains investisseurs, tu n'en fais peut-être pas partie, c'est de passer à côté de la pépite. Là où tu dis juste pendant 10 ans, si je mets 1 euro ici, ça me permettra de gagner 100 ou 1000. J'ai entendu dire que Google était passé un roadshow en Europe il y a quelques années de ça, et que certains, peut-être dont Xavier Niel, certains peut-être dont Benoît Grossman, les avaient rencontrés, ils n'avaient pas forcément cru. C'est vrai cette histoire? C'est une vraie histoire. Alors c'est pas Google, moi j'ai rencontré en 1999 avec Jean-Pascal Tranier, donc un de mes mentors chez Viventure. On avait rencontré Marc Benioff, qui était de Salesforce, donc le fondateur de Salesforce. On a pu investir autour de Seed. Autour de Seed? Oui, autour de Seed, bien sûr. Donc de Seed, c'est au tout démarrage, c'est vraiment quasiment un business plan. Voilà, alors, donc ceux qui ont investi en Seed Investment dans Salesforce, je ne sais pas le multiple qui a été fait, mais c'est un très très gros multiple. Donc on aurait pu investir dans Salesforce en Seed. On ne l'a pas fait, on en a fait d'autres. Voilà, donc et puis il faut en laisser pour les collègues. Mais, ouais. On va continuer les pauses amicales. Ouais. La prochaine, tu vas reconnaître facilement sa voix, Jean-Pascal Tranier. Cher Benoît, c'est Jean-Pascal, on se connaît depuis longtemps, et ce qui m'a toujours frappé chez toi, c'est ta capacité d'accomplir des projets et de les finaliser malgré tous les obstacles sur le chemin. Et du coup, ma question, c'est de savoir, parmi 3 de ces projets, quel est celui qui a été le plus difficile? Le premier, une négociation sur une société e-France au pic de l'Internet avec des acteurs difficiles. Le deuxième, une opération en Chine où un général de l'armée chinoise nous séquestrait plus ou moins en voiture Mercedes pour signer un investissement dans une société qui n'existait pas. Ou bien le troisième, la traversée à la nage de Gibraltar, où on imagine les gros poissons qui sont prêts à grignoter les pauvres petits nageurs qui traversent. Eh bien, je serais intéressé de savoir, de ces 3 expériences, quelle est celle qui a été la plus difficile? Bravo Benoît. Les 3 ont toutes été rigolotes. Et difficiles, je ne sais pas, entre la cession d'e-France. Donc e-France était la société qui avait été fondée et créée par Marc Simoncini quelques années auparavant, qui a été vendue à Vivendi le 10 mars 2000. C'est important, le 10 mars, c'est pas le 25 mars. Le 10 mars, ça valait 1 milliard de francs. Le 25 mars, ça a valu 0. Donc ça s'est vendu au moment. C'est une époque très, 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 très rigolote. Alors c'est vrai que ça n'a pas été simple comme truc, mais il n'y a que le résultat qui compte. Et sinon, traverser Gibraltar à la nage, Jean-Pascal, qu'on a fait ensemble, une fois de plus, c'était assez rigolo. C'était dur, il y avait des gros poissons. Hein, on a vu en cours de route une espèce de grosse masse à 20 mètres de profondeur. J'ai jamais su si c'était un cachalot ou un orque, hein, parce que c'est pas un orque, parce qu'il y a beaucoup... C'est plein d'orques. Je ne pense pas que c'était un orque. Oui, je pense qu'ils auraient peut-être bouffé. Hein. J'aurais vu, ouais. Parce que donc là, tu as fait ça donc avec Jean-Pascal et Louis, tout à aussi, fait. qui est un autre de tes amis. Il y en a un Trincano. Ça aussi, c'est tes objectifs à toi. Ça, quand on est en train de... Là, c'est un objectif, tu te mets ça en tête. Ouais. Tu vas là-bas, parce que moi, je t'ai suivi. Hein. Tu vas là-bas, ça va te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, parce qu'il faut que le vent, la marée, tout arrive à peu près à être aligné. Tu peux passer un nombre de jours et puis t'attendre. On a attendu 3 semaines. On est resté 2 semaines en septembre.
On n'a pas réussi à avoir de slot météo. Le slot météo, il ne faut pas qu'il y ait de vent d'est. Hein, ceux qui connaissent les étoiles Gibraltar, il ne faut pas qu'il y ait de vent d'est, il ne faut pas que la marée basse soit après 13 heures. Puis il ne faut pas qu'il y ait trop de vent 2 jours auparavant. Donc, ça fait beaucoup de... Ouais. Donc voilà, 2 semaines en septembre, on n'a pas eu de slot. Puis on est revenu fin octobre, on a réussi à avoir un slot. Et vous l'avez fait? On a fait ça en 4h58. Et en Chine? En Chine. Alors ça, c'est une époque aussi rigolote, Jean-Pascal. C'est rigolo, très bien. C'était en pleine bulle Internet. On avait été à Shenzhen et Hong Kong faire un deal à l'époque chez China Online. Et donc, il y avait un China.com. Exactement. Une fois de plus, comme l'indiquait Jean-Pascal, investir dans une société qui n'existait pas, on s'en est aperçu après. Heureusement qu'on n'a pas fait l'investissement, on aurait tout perdu. Et je me rappelle, dans ces négociations, à un moment, je me suis un peu énervé. Des fois, je m'énerve. Et puis, j'ai expliqué, mais en fait, il n'y a rien du tout dans cette société. Et nos interlocuteurs chinois étaient un peu interloqués, donc ils ont été hyper vécus que je leur dise ça. Donc, ils m'ont embarqué dans la bagnole. Et ils m'ont fait visiter tous les data centers à Hong Kong en m'expliquant... T'as vu, Benoît, le hardware de la société, il y a des choses. Donc ça durait toute la nuit. Jean-Pascal, entre-temps, s'est un peu inquiété. Alors à l'époque, le téléphone portable ne devait pas marcher à Hong Kong. Donc voilà, c'était une grande expérience. Mais ça, c'est des expériences assez très, très, très rigolotes quand même. Un autre point qui est très important, c'est le sujet de fondation. C'est le sujet, tu parlais de give back tout à l'heure. C'est aussi d'ailleurs une des premières fois où on s'est rencontrés ensemble. C'était à travers Idée Invest à l'époque, avant que vous soyez absorbé et acheté par Oaseo, puisque tu avais décidé avec Christophe Bavière et Mathieu Barré et toute votre équipe à l'époque de soutenir et de donner une partie de ce que vous gagnez à une organisation que tu connais bien et que je connais très bien parce que je la dirige, qui s'appelle EPIC, qui est cette fondation. Et c'est comme ça qu'on a eu ces connexions. Tu as été rapidement un ambassadeur avec Christophe d'EPIC. Tu es venu avec nous sur le terrain en Afrique. Tu as été toujours très actif. Et puis, quelques années après, tu as, avec Maya, créé, financé une fondation. Tu peux nous en parler un peu de cette fondation Maya Baudelaire? Mais bien sûr, donc c'est une fondation que ma femme et moi avons créée. Enfin, c'est plutôt Maya qui l'a créée, qui porte le nom de mon épouse, hein, Maya Baudelaire. Et on a monté une école à Katmandou, dans la vallée de Katmandou. C'est une école qui a 300 élèves. Ça va de l'âge de 4 ans à l'âge de 12 ans. Voilà, et aujourd'hui, les élèves, on les nourrit, on les habille, on les éduque, on va les chercher le matin. Après, on va les loger. Puis, ce qui est bien dans ce genre de projet, c'est que sky is the limit. Hein. Donc, et après, c'est de faire un collège, faire un lycée. Enfin, on a plein de projets d'étendre de fur et à mesure. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Et on a fait l'inauguration de l'école. On a inauguré l'école il y a 2 ans. C'était un grand moment, beaucoup d'émotions. Et voilà. Et Maya, il va régulièrement pour s'en occuper. Et pourquoi Katmandou? Pourquoi cette région du monde? Alors pourquoi elle n'est pas là? Parce qu'on a un attachement un peu avec un gros attachement avec ce pays, parce que j'ai 3 enfants qu'on a adoptés au Népal il y a fort longtemps, qui sont grands maintenant. Hein, Juliette, Monica, Axel. Et Axel, voilà, qui ont 25, qui ont 26, 29 et 30. Et j'ai même un petit-fils qui s'appelle Elvin, qui a 9 ans le mois prochain. Et aujourd'hui, votre objectif, c'est de se dire... C'est de continuer. Qui est de continuer. Bien sûr, bien sûr. On n'est pas là pour la financer pendant 2 ans, 3 ans, on est là pour la financer 20, 30 ans. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est que cette fondation de survivre. Hein, on est vraiment là pour le temps long. Voilà. On ne va pas l'arrêter dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, je veux vraiment qu'elle nous survive et voilà, on fera en sorte qu'elle... Et tu penses que certains de tes enfants pourraient continuer le... Ouais, je pense. On va terminer les pauses amicales par une pause familiale. On écoute la femme de ta vie. Coucou Benoît. J'aimerais te poser une question suite à ta longue conversation sympathique avec Alexandre. De quoi es-tu le plus fier jusqu'à présent? Voilà, c'est une petite question. Je t'embrasse très fort. À bientôt. C'est une question très difficile. Alors, bien sûr, il y a toute ma famille au sens large. Hein, mon épouse, mes enfants et mon petit-fils. Et puis une des grosses fiertés aussi, on en parlait un peu plus tôt, c'est d'avoir rencontré Buzz Aldrin, le numéro 2 qui a marché sur la Lune. Enfin, on en a parlé une première fois. Moi, ça m'a vraiment marqué. Il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Il y a eu 6 missions Apollo. Non, il y a eu 7 missions Apollo, mais il y en a une qui a raté. L'Apollo 13 a raté, donc il y en a 12 qui ont marché sur la Lune. Voilà. Donc Maya, sache qu'il est très fier de votre rencontre à l'époque aux États-Unis. Mais tu es quand même pas loin de Buzz Aldrin. Donc tu verras, tu régleras ça à la maison. On a une autre pause, mais ce sera une pause musicale. Benoît,
Quelle est ta chanson culte? Et c'est Smoke on the Water de Deep Purple. On va écouter un extrait. Benoît, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alexandre, c'est un vrai plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.